Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour un update lecture. Donc ce mois-ci, j'ai lu pas mal de romans qui étaient assez denses et assez puissants en message, donc on va commencer tout de suite parce que je pense que la vidéo va être assez longue. Donc la dernière fois, je vous avais quitté avec ma lecture en cours qui était le livre Perdu des sortilèges, le tome 3, Le nœud de la sorcière de Deborah Harkness. Donc pour tout vous avouer, je me souvenais plus très bien des deux premiers tomes, du coup j'ai eu beaucoup de mal à me replonger dans ce tome-ci. Hormis Diana et Matthew, pour lesquels ce sont les personnages principaux et pour lesquels je me souvenais très bien, les autres ça a été un petit peu plus compliqué. Donc en fait on retrouve Diana et Matthew après leur passage dans le passé au XVIe siècle et ils sont toujours à la recherche de l'Ashmole 782 qui est un document secret qui est censé en fait apporter les réponses à toutes leurs questions. Donc notamment pourquoi Matthew a la fureur sanguinaire, pourquoi Diana et Matthew qui sont une sorcière et un vampire peuvent enfanter, etc. Sauf que évidemment ça va être semé pas mal d'embûches, notamment par Benjamin qui est un fils de Matthew qui est assez particulier et assez violent, qui recherche lui aussi l'Ashmole 782. C'est un peu tout ça qui se condense dans ce tome-ci. Il y a pas mal d'histoires, comme pour les deux autres tomes. Et en fait, ce que j'ai trouvé assez rigolo, c'est qu'on a une petite touche d'humour qui est vraiment très marrante. On a quelques petits clins d'œil à la pop culture, notamment à Twilight, que j'ai trouvé, et à la Cité des Ténèbres. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très bien. J'ai vraiment beaucoup aimé, voilà, c'est une écriture très dense, beaucoup d'histoires, mais franchement c'est vraiment excellent. Et petite info, la trilogie perdue des sortilèges va être adaptée en série télé très bientôt. On continue avec ce roman, donc de Tom, petit Tom, tout petit Tom Tom, de Barbara Constantine. Donc Nemo s'est fait une joie de mordiller les coins. Je suis pas très contente, mais bon, hein, c'est comme ça. Donc voilà, c'est un roman que j'avais acheté avec Hélène quand on s'était vu pour la première fois. Elle me l'avait conseillé, moi je lui avais conseillé un roman de Marc Lévy, si je me souviens bien. Et franchement c'est super mignon. En fait, Tom et sa maman a 25 ans. Et en fait, du coup, sa maman pense plus à s'amuser avec ses copines, à rencontrer des hommes, etc. Et Tom, en fait, ils ont du mal à joindre un peu les deux bouts. Et Tom, en fait, va chaparder des légumes dans les jardins des voisins. Et en fait, les voisins s'en rendent plus ou moins compte, mais voilà, ils disent rien, jusqu'au jour où il rencontre Madeleine, qui est une mamie de 93 ans. Donc il va entretenir son jardin, parce que Madeleine est malade, il va entretenir son jardin et soigner ses animaux. Et en fait, ils vont se lier d'amitié. Donc voilà, c'est un petit peu l'histoire de Tom, avec ses petites réflexions d'enfant, etc. C'est une écriture très vivante, très mignon, voilà, c'est très mignon, j'ai vraiment passé un très bon moment. Et c'est assez humain et franchement j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, donc merci Hélène. On poursuit avec un roman de Chimamanda Ngozi Adichie. Nous sommes tous des féministes. Donc en fait c'est pas vraiment un roman, c'est plutôt en fait un discours qui a été fait lors d'une conférence en 2012. Et voilà, j'avais ce livre qui traînait dans ma bibliothèque, donc je me suis dit que j'allais le sortir. Parce qu'en fait le nom de cet auteur me disait quelque chose. Et en fait c'est Croc Limo qui en a parlé avec le roman Americana. Et je pense que d'ailleurs je vais lire ce roman parce que j'ai vraiment beaucoup aimé son discours. Donc voilà, ça parle de féminisme, mais elle fait pas la morale en fait, elle donne des exemples de ce qu'elle connaît, donc c'est sa société au Nigeria. Et en fait elle donne pour exemple des personnes qu'elle connaît. Et en fait les femmes au Nigeria, elles sont dévouées aux hommes, en fait, c'est les hommes qui régissent tout. Et en fait elle est en train de dire que la mentalité est en train de changer, les femmes sont en train de s'émanciper un petit peu et en train de changer toutes les mentalités, à la fois des femmes, mais aussi des hommes. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé son message qui, en fait, cette définition du féminisme, je ne pense pas qu'il y en ait 36, mais celle-ci, en tout cas, correspond à peu près à celle que moi je conçois. Donc je vais vous lire un passage. Okoloma avait raison de me qualifier de féministe, ce jour-là, il y a bien longtemps, je suis une féministe. Et quand il y a tant d'années, j'avais cherché le sens du mot dans le dictionnaire, j'avais lu « Féministe, une personne qui croit à l'égalité sociale, politique et économique des sexes ». D'après ce qu'on m'a raconté sur elle, ma grand-mère était féministe. Elle s'est enfuie de la maison de l'homme qu'elle ne voulait pas épouser, et a épousé l'homme de son choix. Elle ne se laissait pas faire, elle protestait, elle élevait la voix, si elle avait l'impression d'être spoilée, au prétexte qu'elle était une femme. Ce n'est pas parce qu'elle ignorait le terme féministe qu'elle ne l'était pas. La plupart d'entre nous devraient revendiquer ce mot. Le féministe, le plus fervent que je connaisse, c'est mon frère Kené, un jeune homme par ailleurs adorable, beau et très viril. Pour ma part, je considère comme féministe un homme ou une femme qui dit oui, la question du genre telle qu'elle existe aujourd'hui pose problème et nous devons le régler. Nous devons faire mieux, tous autant que nous sommes, femmes et hommes. Voilà, je trouve que c'est vraiment une belle définition.
Donc voilà, c'était un bon aperçu, on va dire, de ce que peut écrire cet auteur et ça m'a donné envie de poursuivre. Donc on continue avec un gros pavé puisqu'il s'agit de l'intégrale de Lux mais du point de vue de Damon. Enfin c'est pas vraiment l'intégrale parce que ça regroupe le tome 1, 2 et 3 et une préquelle sur Dawson. Sachant qu'en fait ce roman est sorti parce que le tome 4 et 5 dans la version normale ça alterne les points de vue. Donc voilà, on a à la fois le point de vue de Damon et de Cathy alors que là c'est uniquement le point de vue de Damon. Donc voilà, en soi ça reprend l'histoire normale. Sauf que c'est toujours intéressant de voir un point de vue masculin. Et en fait, je me souvenais pas que Damon était vraiment insupportable. Mais genre vraiment tête à claque quoi, un petit con. Et mais c'est bizarre parce que c'est tellement un con qu'en fait on commence à l'apprécier. C'est un peu bizarre, on doit être un peu maso. Parce qu'en fait il peut être vraiment très chiant, très impoli. Mais il a aussi des petits côtés assez rigolos et assez charmants. Donc voilà, je pense que c'est ça aussi qui a séduit Cathy. Donc en soi, c'est pas révolutionnaire comme histoire, mais voilà, ça permet d'avoir un point de vue un petit peu masculin sur leur histoire, sur ce qui se pense de Cathy. Et ça permet aussi de voir un petit peu plus le côté Luxen, donc un peu plus familial, etc. Et un petit peu plus les règles des Luxen. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé. C'est toujours aussi rigolo, l'écriture de Jennifer Ellermann-Trout, voilà, elle est ce qu'elle est, mais elle est vraiment super addictive, ça se lit vraiment très vite. J'ai pas lu la préquelle sur Dawson parce que je l'avais déjà lu en anglais et voilà, c'était sans plus. Ça m'a pas révolutionné l'histoire, j'aimais déjà bien la base donc j'aime toujours autant. Mais je pense que pour les fans, voilà, c'est un petit peu indispensable, surtout si vous aimez beaucoup Damon. C'est un petit peu le chouchou quoi. Et puis je félicite par contre les éditions Le Livre de Poche parce que je trouve que les couvertures pour cette série sont vraiment très chouettes. Hormis le fait que Nemo là encore a mordillé les coins. Mais voilà, je trouve qu'ils ont vraiment fait un effort et je suis contente aussi qu'ils aient sorti cette intégrale parce que c'est pas forcément toutes les maisons d'édition qui auraient sorti ce genre de roman. Ensuite, je vais vous présenter une BD, donc j'avais lu le tome 1 il y a déjà un certain temps. La BD sur Ewilan est plus en avance, mais là il s'agit du tome 2 sur Elana. Donc voilà, le pacte des marchands. Donc je ne vais pas vous en trop détailler parce que voilà, c'est une BD, mais si vous connaissez l'histoire, ça reprend vraiment assez fidèlement. Et surtout, c'est que je suis en admiration devant les dessins. Je trouve ça vraiment super joli. Je trouve que en fait, la représentation d'Elana, ici, je trouve qu'en fait, c'est vraiment comment dire, le visage et le physique que je lui imaginais. Donc là, en fait, ça se concentre plus sur le fait que Elana va rencontrer son mentor et va rentrer en fait dans le pacte des marchands. Et il y a tout son cheminement, en fait, pourquoi avec la réponse du savant et la réponse du poète. Mais je trouve que c'est vraiment une très belle adaptation et si vous avez aimé Elana et Pierre Bottero en général, je pense que c'est assez fidèle, ça lui rend vraiment justice. Ensuite, on va parler un petit peu science. Donc la dernière fois, je vous avais aussi quitté avec ce livre, Le charme discret de l'intestin de Julia Anders. Donc je ne vais pas m'étaler non plus là-dessus parce que je vous en ai déjà parlé un petit peu. Donc ça parle en fait de l'intestin, de son fonctionnement, etc. Et donc j'ai lu la plupart, voilà, il y a un petit marque-page, mais en fait les chapitres vous pouvez les lire séparément, donc en fait vous pouvez lire exclusivement ce qui vous intéresse. Donc je trouve que c'est super intéressant, je pense que ça peut être utile aussi pour certains étudiants, ou pour même au lycée quand vous étudiez la digestion, pourquoi pas, parce qu'en fait c'est décrit d'une manière assez... c'est de la vulgarisation scientifique un petit peu, dans le sens en fait où elle adapte le fonctionnement scientifique à tous les publics, pour que tout le monde les comprenne. Et je trouve ça vraiment très bien. Elle parle à la fois de la microbiologie, de la physiologie, de l'anatomie, etc. Donc je trouve que c'est vraiment très bien. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai appris pas mal de choses. Et je pense que ça peut être utile à pas mal de gens parce qu'on se pose beaucoup de questions des fois quand on a mal au ventre, quand on a du mal à digérer, etc. etc. Et elle apporte pas mal de réponses, donc de manière assez rigolote. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Et pour des étudiants en médecine, peut-être pas parce que c'est un peu plus approfondi, mais pour des lycéens ou des personnes en BTS, je sais que personnellement, quand j'ai fait mon BTS, j'aurais bien voulu avoir ce genre de roman parce que voilà, ça m'aurait appris des choses de manière un peu différente. Et ensuite, le dernier roman que j'ai lu dernièrement, il s'agit de No Home de Yara Kiasi. Donc en fait, pour ce roman, je vous ai fait une vidéo spéciale qui arrivera un petit peu plus tard, mais je vais vous en parler un petit peu plus en détail quand même, parce que je ne développe pas tout dans la vidéo spéciale. Donc en fait, c'est l'histoire
à la base, quand on lit la quatrième de couverture, au XVIIIe siècle, le plus fort de la traite des esclaves, Effia et Izzy naissent de la même mère dans 2 villages rivaux du Ghana. La sublime Effia est mariée de force à un Anglais. Effia ignore que sa sœur Izzy y est emprisonnée avant d'être expédiée en Amérique, où des champs de coton jusqu'à Harlem, ses enfants et petits-enfants seront inlassablement jugés pour la couleur de leur peau. Donc quand j'ai lu comme ça, je me suis dit en fait on va suivre Effia et Izzy, chacune avec un point de vue différent en alternant les chapitres, et puis voilà. Et en fait quand j'ai commencé à lire, donc le premier chapitre c'est sur Effia, le deuxième c'est sur Izzy, et ensuite en fait on passe au fils de Effia, au fils de Izzy, au petit-fils de Effia, au petit-fils de Izzy, etc., etc. Et ce pourquoi, au départ je n'avais pas compris, il y a un arbre généalogique. Et en fait à chaque croisement, c'est égal en fait à un chapitre. Donc ce qui fait qu'on suit toutes les générations sur 3 siècles à peu près, du début 18e jusqu'au 21e. Mais en fait ça m'a perturbée au début parce que voilà, l'espace-temps pour chaque chapitre est à la fois très court parce qu'il n'y a pas beaucoup d'action et très long puisqu'on saute une génération en fait à chaque fois. Du coup j'étais un peu perdue, les noms sont des noms africains, les actions ne se suivent pas forcément et résultat j'étais complètement paumée. À un moment je lisais, j'enchaînais les chapitres mais voilà je savais plus trop faire les liens en fait entre chaque génération. C'est juste en fait à la fin où je me suis dit bon peut-être qu'elle va quand même faire ce genre de choses, ce serait bien que voilà, sans trop vous spoiler. Et je suis contente parce que les 2 derniers chapitres sont le condensé de ce que j'attendais. Donc le résultat à la fin a fait que j'ai apprécié un peu plus le roman, mais j'ai eu vraiment beaucoup de mal à rentrer dedans. Le message est très fort parce que c'est des sous-entendus et on voit qu'en fait c'est pas parce qu'on part avec beaucoup de capacités qu'à la fin les générations suivantes auront toujours ces capacités et peuvent détruire les héritages, etc. Mais c'était un petit peu long quoi. L'écriture est très bien, mais moi j'aime bien m'attacher en fait aux personnages, me concentrer sur certains personnages et me sentir en fait concernée par leur histoire. Mais ça n'a pas été vraiment le cas, sauf comme je vous ai dit pour les 2 derniers chapitres. Donc bon, je suis un peu perplexe. Je pense que je vous ferai un article sur ce livre parce que voilà, ça mérite d'être évoqué. J'ai jamais vu encore ce genre de format, une histoire sur 3 générations dans aucun roman. Donc c'est peut-être ça qui m'a perturbée aussi. Je trouve que c'est très bien et à la fois ça perturbe. Mais c'est surtout parce que en fait j'avais pas compris la quatrième de couverture. Donc je pense que j'étais un petit peu déçue de moi-même de ne pas avoir compris ça. Mais bon, voilà, je pense que c'est à lire. Mais la manière où c'est fait, c'était un peu... ça m'a perturbée quoi. Donc sachant que j'étais un petit peu déçue de No Home, j'ai voulu enchaîner sur un roman dont je n'ai pas trop entendu parler. Mais en fait je me suis inscrite sur NetGalley, donc qui permet en fait de télécharger au format numérique certains romans que les éditeurs mettent à disposition. Et du coup j'ai téléchargé L'Étoile jaune de l'inspecteur Zadorsky, édité à La Bête Noire. Donc c'est La Bête Noire, c'est c'est une collection de Robert Laffont sur plutôt tout ce qui est thriller, policier, etc. Bon, j'ai commencé à lire, donc je peux pas trop vous en parler parce que j'en suis encore qu'à 8%. Mais en fait, je sais pas si je vais trop accrocher parce que le personnage principal m'écœure un peu beaucoup. Et j'ai voulu en fait prendre ce roman parce que je trouvais que je voulais tester en fait un roman de La Bête Noire et j'avais lu un petit peu vaguement le résumé. Et ça parlait en fait de la Seconde Guerre mondiale et de policiers. Donc je me disais que ça pouvait être intéressant. Et voilà, pour le moment, les 8%, le personnage principal, vraiment, franchement, j'accroche pas du tout. Donc c'est un petit peu embêtant parce que, comme je vous ai dit avant, moi j'aime bien m'attacher au personnage pour rentrer dans l'histoire. Donc j'espère que ça va le faire quand même. J'en suis qu'à 8%, donc bon, on croise les doigts pour que ça s'améliore. Et voilà, je vous tiendrai au courant de toute façon. Donc ceci conclut le update lecture de ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire les romans que vous avez lus ce mois-ci et puis s'il y a des romans qui vous intéressent dans ceux que je vous ai présentés aujourd'hui. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!